oui. Ah ben voilà, ça a raccroché. Ah non, oui. La nuit de la lecture. Là tout de suite. Très bien. Je m'adapte. Madame, mademoiselle, monsieur, afin de vous permettre de participer, en ces circonstances exceptionnelles, à la nuit de la lecture, événement majeur de la vie culturelle française, la ville de Chenôve vous propose d'assister à une séance de lecture filmée. Les textes sont issus des ateliers d'écriture proposés par la bibliothèque municipale. Tout ceci a été préparé fort sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et bien évidemment, réalisé dans le strict respect des gestes barrières. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous commençons cette soirée par la cuisine. Un premier texte lu par Odile, un concours de cuisine, suivi d'un second texte lu par Aurélie, le petit grain de maïs. Je suis toute excitée. Ce jour est un grand jour. Je présente mon plat signature devant le jury. 3 super connaisseurs vont me juger sur un plat unique. Il ne faut pas se louper, l'enjeu est d'importance. Qui sera le meilleur cuisinier des vacances? J'ai une pression énorme. C'est que les jurés ne sont pas n'importe qui. Il y a Philippe, qui a la critique facile. Il se donne des airs de faux dur, mais c'est un vrai gentil au fond. Tout au fond. Maïté, qui aime bien manger, et ça se voit. Tout est costaud chez elle. Elle est tout en générosité. Et enfin, Cyril, le plus jeune. Il ne faut pas le dire, mais c'est mon chouchou. Toujours le sourire. Il est craquant gourmand. J'ai cogité depuis plusieurs jours pour savoir quel plat leur présenter. J'ai fait des essais pour affiner ma recette, pour que le résultat soit parfait. Pour garder de l'authenticité, mais aussi twister le plat. Mon mari m'a servi de cobaye. Il commence à en avoir un peu assez de manger toujours le même plat sous diverses variantes. Et il a été formel. L'ananas n'apporte rien de bien. Bon, je vais l'écouter. Trop de modernité peut nuire. Le monde n'est pas prêt. On va partir sur un plat traditionnel qui raconte une histoire, mais il faut le revisiter, bien sûr. J'ai hésité à le déstructurer pour une présentation plus graphique, plus engagée. Et puis, je me suis dit que j'allais tenter le pari d'une présentation vraiment authentique, qui rappelle les origines familiales de mon plat. Je vais les faire revenir en enfance, mes petits jurés. J'ai commencé ce matin la cuisson. Attention, que de bons produits, frais, bio. Je suis passée chez le crémier pour acheter la crème et le fromage. Il est important de sublimer le produit pour obtenir un bon résultat. Puis j'ai vérifié la cuisson. Hyper important la cuisson. Le jury sera attentif au résultat. Quelques secondes de trop, et c'est la mauvaise note assurée. Je procède ensuite au montage et au dressage du plat. Comme je l'ai dit, j'ai hésité sur une présentation déstructurée en verrine, mais j'ai finalement pris le gros risque d'un plat unique en terre cuite, pour un côté plus terroir. C'est un gros pari que je prends, mais j'assume mon choix. Tout est prêt. J'ai dressé une jolie table. Mon mari s'est joint à moi pour me soutenir moralement dans l'épreuve. Quelquefois, ils ont la dent dure quand même. J'espère qu'ils seront indulgents, je ne suis pas professionnelle. Et j'aimerais tellement remporter ce concours. Bon, allez, ils sont à table. J'apporte mon plat. Waouh! Super mamie, un gratin de macaroni! Génial! On adore ça! Eh bien, pari réussi. Accoudé à la table de la cuisine, le regard perdu dans mes pensées, mes doigts pianotent doucement sur le bord de la table, balayant parfois
quelques miettes de pain. Le bord de la nappe en gros coton à carreaux orange et vert s'est effrangé avec le temps. La trame s'est éclaircie, les couleurs ont passé. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu cette nappe sur la table de la cuisine. Maman la secouait après le repas et en fin de semaine, la passait à la machine à laver. Séchée et repassée, elle réapparaissait dès le lendemain. Fraîche et colorée pour recouvrir la table en formica du déjeuner où toute la famille se retrouvait. Mon index, soudain, se fige sur un petit trou dans la nappe. Il s'y insère et suit lentement les bords, dans un sens, puis dans l'autre. Mon regard revient dans la pièce et se pose progressivement sur la table, puis sur ce petit trou devant le carré orange. Souvenir. Papa et sa gitane de maïs sans filtre. Une cigarette qui restait en suspens au coin de ses lèvres et qu'il rallumait régulièrement avec son briquet Zippo. Je me souviens que je fronçais les narines quand il en frottait la roulette, laissant échapper une âcre odeur d'essence. Je n'ai jamais aimé cette odeur. Mais j'aimais papa. Je l'aimais plus que tout. Il était mon héros, mon mentor. Il avait l'art de nous dire à mes frères et moi « Je vous explique les enfants ». Et il expliquait bien, papa. Sa voix posée, calme et caressante. Il aurait fait, c'est sûr, un excellent pédagogue. Chaque soir, il nous racontait une histoire. Il ne lisait pas dans un livre, non. Il nous livrait la vie des petits cochons, du loup, de la chèvre, en live, nous faisant participer. Nichés au creux de ses bras, nous tremblions de peur, d'excitation et de plaisir en l'écoutant raconter encore et encore les mésaventures du petit chaperon rouge. Et nous répétions inlassablement « Encore, encore !» Voilà où ce tout petit trou dans la nappe m'a ramené. Certains jours où la fatigue le terrassait à table, assiette repoussée, il pouvait s'endormir tout soudainement, les bras croisés, posés sur la table, et tout aussi soudainement laisser glisser subrepticement sa gitane de maïs de ses lèvres entr'ouvertes. Et maman s'écriait « Tu as brûlé ma nappe !» Un sourire sur mes lèvres. Nous poursuivons de ce pas avec Nadine qui va lire une rencontre. Je me suis réveillée très en retard. Je n'aurais pas dû sortir hier soir et surtout boire ce dernier verre. J'ai juste eu le temps de m'habiller, de saisir mon sac et de galoper jusqu'à la gare. Le temps de repérer le quai, j'ai réussi de justesse à me jeter dans mon wagon. J'ai trouvé ma place, jeté mon sac sur l'étagère au-dessus et je me suis effondrée dans mon fauteuil, hors d'haleine, tout rouge et transpirant. Je me suis tournée vers ma voisine pour m'excuser de mon arrivée en fanfare et là, le choc de ma vie. La superbe femme qui me regarde avec amusement et un peu de pitié, il faut dire, c'est Carla Montaldi. J'émets une espèce de gargouillis et je me renfonce dans mon siège, mort de honte. Carla Montaldi, l'actrice aux 3 Césars, l'idole de mon adolescence, la plus belle femme du monde. Son visage, en 4x3, sur des affiches glamour pour vanter un parfum célèbre. Sa filmographie démente. Son corps parfait, son talent d'actrice, sa voix, son sourire, ses dents, ses yeux. Je viens de voir son dernier film. Elle y est époustouflante, drôle, émouvante. J'ai même pleuré à la fin. Il faut que je lui exprime toute mon admiration. Mais comment lui dire, sans paraître trop lourd, trop insistant, trop bête, et sans l'importuner. Surtout qu'elle ne prenne pas pour un fan trop collant, ou même un pervers. Je tourne et retourne des phrases dans ma tête. J'essaie d'être plus spirituel, charmant, intelligent, amusant. Bon, c'est pas gagné. Voilà, je vais faire simple.
Commencer par bonjour, et puis lui dire que je suis admiratif de toute sa carrière et que j'ai adoré son dernier film. C'est ça. Simple, direct, efficace, mais pas invasif. Allez. Je me tourne vers elle. J'ouvre la bouche. Elle se lève, me sourit et dit « C'est là que je descends. » Et maintenant, une page de réclame. Sortez des sentiers battus et vivez une expérience hors du commun en vous rendant à Santerploeg, à 1h30 de Paris. Plongez-vous dans le charme de la campagne authentique. Les âmes en quête d'originalité goûteront au plaisir de séjourner une nuit ou deux dans un lieu atypique. Un village avec des vraies vaches qui boivent à l'abreuvoir, avec des bouses dans les rues. Vous irez chercher le lait à la ferme, vous pourrez dormir dans le foin, vous réveiller les pieds dans l'herbe et écouter le bruit du vent dans les feuillages. Vous pourrez participer à la traite, accompagner le troupeau dans son pré. Vous pourrez peut-être même aller cueillir des mûres, voire des noisettes, ou des champignons si les conditions s'y prêtent. Offrez-vous un bol d'air pur, réservé à Santerploeg. Pour une nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes, hébergement à la ferme, 150 €. Vous avez la possibilité de souscrire certaines options qui boosteront votre séjour. Sans télévision, avec un supplément de 25 €. Sans télévision ni téléphone portable, avec un supplément de 50 €. Sans télévision ni téléphone portable, ni Wi-Fi, avec un supplément de 100 €. Attention, un certificat médical d'aptitude est exigé pour l'option C. Tout le monde ne peut le supporter. Vous avez la possibilité de régler en ancien francs. Merci de le signaler lors de la réservation. Profitez de votre séjour en toute sérénité grâce à nos mesures sanitaires et d'hygiène labellisées Safeguard par Bureau Veritas, leader indépendant des tests, inspection, certification. Santerploeg est fait pour vous. Venez, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous reprenons notre programme avec La rue Jean qui rit, La rue Jean qui pleure, qui seront lus par Odile et Nadine. J'habite tout en haut de la rue Jean qui rit. Pour les ignorants, Jean qui rit, c'est le génial inventeur de ce petit fromage carré, tout doux, entièrement fabriqué avec du lait et de la crème, enveloppé dans un joli papier d'aluminium brillant et dont le jingle publicitaire « Kiri, Kiri, Kiri » n'a pas changé depuis 30 ans. J'habite tout en haut de la rue Jean qui rit. Pour les ignorants, le kiri est un fromage tout mou, tout blanc, sans aucun goût, enveloppé dans un papier d'alu qui ne souffre jamais correctement. Du coup, on s'en met plein les doigts à chaque fois. Merci l'ouverture facile. Pour rigoler, je dis que j'habite rue Jean qui pleure. Je sais, j'ai un humour un peu caustique. Bref, cette jolie rue a 2 particularités. La première est qu'elle est très pentue. Un jour, une orange s'est échappée de mon filet à provisions et a dévalé toute la rue, emportée par son propre poids. C'était si joli à regarder, cette balle orange qui rebondissait tout au long de la chaussée. Elle ne s'est arrêtée qu'au niveau du boulevard Gambetta, où un corbillard qui passait par là l'a tout écrabouillé, ce qui était bien dommage. Cette rue a 2 particularités. D'abord, elle est très pentue. Une fois, j'ai vu une orange qui l'a dévalée tout du long, avant de se faire aplatir par un corbillard au niveau du boulevard Gambetta. Ça a fait une orange pressée. Bon, d'accord, ça ne fait rire que moi. La deuxième particularité de ma rue est que toutes les boutiques sont situées du côté des numéros pairs, alors que du côté des numéros impairs, il n'y a que des habitations ou des bureaux. Un côté vivant et un côté endormi.
la deuxième particularité de ma rue est que tous les commerces sont rassemblés du côté pair, et du côté impair, il n'y a que des habitations et des bureaux. Le matin, quand je sors de chez moi, je prends toujours le côté pair. Il est plus ensoleillé. Et j'aime bien regarder les vitrines. Il y en a de toutes sortes. Un magasin de vêtements avec 3 mannequins dans la vitrine, toujours vêtus de tenues élégantes. La boutique de chaussures à côté, devant laquelle je rêve d'escarpins à talons, et où je n'achète jamais que des baskets. Essayez donc de marcher avec des talons aiguilles dans une rue en pente, et on en reparlera. Et puis, c'est plus mon âge. Ensuite, il y a la boulangerie-pâtisserie, dans laquelle j'achète une baguette bien cuite, et un petit pain au chocolat, la. Ouais, je sais, c'est ringard comme chanson. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien aussi la boulangère. Elle est toujours aimable et bien patiente. Elle ne s'énerve jamais, même quand je cherche ma monnaie. Un peu plus haut, il y a la fleuriste, qui met des pots de fleurs et des bouquets sur le trottoir. Ça sent très bon quand on passe devant. Le charcutier est un gros monsieur avec un grand tablier blanc. Il me fait rire quand il me demande « Et avec ça, ma petite dame ?» Il sait bien que je prends immuablement un beefsteak haché et 2 tranches de jambon blanc. Et quelquefois, il m'ajoute le talon du jambon. J'aime bien. Je passe aussi devant un marchand de thé et de café. Quand j'étais gamine, on torréfiait le café dans ce magasin. Ça embaumait toute la rue. De nos jours, on ne le fait plus. Alors la boutique ne sent plus rien. Mais il y a un tel choix de variétés exotiques que cet inconvénient est vite oublié. Quand je vais travailler, je suis comptable dans la librairie de ma sœur. Je prends toujours le côté impair. Il est plus ombragé. J'ai horreur de la chaleur. Et puis j'aime bien longer les façades. Au numéro 7, il y a une magnifique porte cochère dont le bois est peint, d'un vert foncé splendide. Quelquefois, cette porte est ouverte et on peut voir la cour intérieure qui est renversante de beauté symétrique. Au numéro 13, c'est un immeuble de bureau avec de belles plaques en cuivre qui annoncent des médecins, des avocats. Je vois toujours des messieurs en costume et des dames en tailleur qui entrent et qui sortent. Elles sont très élégantes et ont toujours l'air très occupées. À partir du numéro 39, c'est une succession de petites maisons avec des façades de couleurs différentes et des portes d'entrée qui ont aussi des couleurs variées. Je me demande pourquoi la mairie tolère une telle anarchie, franchement. Encore un peu plus bas, il y a une boutique qui ne vend que des bonbons au poids. Il y a toujours plein d'enfants devant qui comptent leurs sous avant d'entrer et de choisir tout ce qu'ils pourront s'acheter avec leur monnaie. Je fais toujours attention au niveau du numéro 53. Car il y a sur le trottoir d'en face une boutique qui vend des bonbons. Et il y a souvent, trop souvent, des gosses sur des trottinettes qui traversent sans faire attention. Ils auraient vite fait de me renverser et sans s'excuser encore. En bas de la rue se situe la librairie papeterie. C'est mon endroit préféré. C'est peut-être à cause d'elle que je n'ai jamais déménagé. C'est un lieu magique. Au rayon papeterie, on trouve des carnets aux couvertures magnifiques, des crayons de toutes les couleurs, des stylos-plumes splendides, des fournitures de bureau de toutes sortes. On ne sait plus où donner de la tête. À l'étage, il y a un grand espace réservé aux livres. Tous sont bien rangés et bien classés dans leurs rayons respectifs. Ici, on respire le calme et l'ordre. La libraire connaît tout son stock par cœur. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. S'il existe un livre qui correspond à votre demande, elle vous le trouvera. Et si elle ne l'a pas en stock, elle demandera à sa comptable de vous le commander. La comptable, c'est un genre de petite souris grise qui travaille au fond du magasin et qui n'est pas très aimable. Mais ce n'est pas grave parce qu'elle n'a que très peu de contact avec la clientèle. C'est la sœur de la libraire
Ça ressemble pas du tout. Enfin, j'arrive à la librairie. J'aime beaucoup cet endroit. Tout est bien classé, ordonné. Ma sœur et moi, nous aimons les livres. Quand on sait lire, on sait tout faire. Cuisiner, bricoler, s'évader. Notre principale différence, c'est que ma sœur aime les gens. Et moi, non. Donc à elle la clientèle et à moi le fond du magasin et la comptabilité. Je ne sais pas comment elle fait pour supporter les demandes incessantes des clients. Je cherche un livre dont m'a parlé ma cousine qui parle de 2 enfants, mais je ne connais ni le titre ni l'auteur. Et débrouille-toi avec ça. Heureusement, ma sœur trouve toujours. Elle est trop forte. Et si par hasard nous n'avons pas le livre en magasin, je peux toujours le commander. On forme une bonne équipe. Quand j'ai terminé mes courses, mon petit caddie à roulettes est bien rempli. Alors je prends le bus pour remonter chez moi parce que la côte est vraiment très très rude quand même. Quand j'ai fini ma journée, je prends le bus pour rentrer chez moi. Parce que la côte, elle est vraiment trop rude. Et maintenant, toi et moi, lu par... Ah ben non, celui-là c'est moi qui vais le lire. Doux souvenirs d'enfance, doux souvenirs d'été quand, lorsque le soleil illuminant la terre, effaçant dans les cœurs les traces de la négativité, un garçon s'envolait, loin des savoirs, loin dans l'herbe verte. Sans peur, mais avec courage, il s'enfonçait encore plus dans les nuages, atterrissant délicatement sur le chemin de la vie, enfin libéré de sa cage. De sa poche, le petit homme sortit une craie jaune, et d'une légèreté sans fin, il dessina, marquant le monde, laissant avec nostalgie un doux souvenir d'enfance et d'été. Et maintenant, sans transition, un petit séjour à la montagne. Ce matin, il neige. Le magasin est calme. Il n'y a qu'une seule cliente et les 2 vendeurs habituels. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs pour aller skier sur les pistes aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de monde dans la station. Les hôtels sont pleins à craquer de journalistes et de personnalités. La neige est au rendez-vous. Le soleil ne va pas tarder à pointer. Mais voilà, la station se consacre tout entière au forum. Alors, nous attendons, tout en bas de l'étagère de droite, au milieu des autres chaussures de ski, que quelqu'un veuille bien nous essayer avant de nous emprunter. Nous avons hâte de pouvoir sortir pour respirer l'air pur de la montagne, et pas l'air confiné du magasin. La jeune cliente a du mal à se décider. Elle parcourt des yeux les rayonnages, s'empare d'une paire de chaussures, vérifie la pointure, la repose. La voilà qui s'approche de nous. Elle se penche pour nous saisir. Ses 2 nattes nous chatouillent. Elle vérifie la pointure. 38. Cela a l'air de lui convenir. Elle s'installe sur le banc pour nous essayer. La porte du magasin s'ouvre soudain, violemment. Le froid s'engouffre d'un coup et la température baisse instantanément. Un nouveau client fait irruption dans le magasin. Il est vêtu d'un manteau de fourrure qui lui descend jusqu'aux chevilles. Il porte une chapka sur la tête qui dissimule mal une drôle de couleur de cheveux. Il méprise les 2 vendeurs qui se précipitent vers lui et il se dirige vers la jeune fille et nous-mêmes qui sommes à ses pieds. Il se plante devant nous, écarte les jambes, met ses 2 poings sur ses hanches et déclare, d'une voix tonitruante, « Alors, Greta, on croit toujours au réchauffement climatique ?» Nous nous acheminons doucement vers la fin de notre soirée. Et maintenant, 2 textes. Son Excellence Chambre à coucher, lu par Aurélie, et J'ai dormi, lu par moi-même.
La chambre à coucher est le lieu du sommeil par excellence. On ne dit pas chambre à dîner, chambre à aimer, chambre à parler, chambre à bercer, chambre à supporter, chambre à confesser, chambre à partager. Pourtant, il m'est arrivé de dormir dans des lieux variés, en dehors de ma chambre à coucher, de mon modeste logis. Et je souhaite qu'elle ne m'en garde aucune rancune. J'ai dormi sur le sable mordoré d'une plage en Espagne, bercé par les rouleaux des vagues. J'ai dormi en haut d'un château d'eau, telle la vigie au sommet du nid de pie d'un vieux gréement à la guet d'un bateau pirate surgi de nulle part. J'ai dormi dans un lit à baldaquin, flanqué d'édredons moelleux, sous de lourdes courtines, de plaids de fourrure, sur un amoncellement de coussins en plumes, de soie brochée, de velours épais, de satin brillant. J'ai dormi dans un manoir en Écosse où de vieilles armures montaient la garde, épées croisées, faisant une haie d'honneur jusqu'à la lourde porte de chêne cloutée menant au dortoir. Dans celui-ci se trouvait une vaste cheminée dans laquelle un gibier pouvait rôtir tout entier sur la broche. Des armoiries et des tapisseries couvraient les murs de pierres séculaires. Un vent glacial s'infiltrait et s'invitait par les hautes fenêtres, pénétrant ainsi les corps et les esprits, engourdissant tout. J'ai dormi dans le lit d'une rivière, bercée dans ses bras par son chant mugissant des entrailles de la terre. J'ai dormi sous la tente dans les bois, avec pour compagne la lune et le ululement d'une chouette. J'ai dormi dans une grotte, comme au temps des origines, à même le sol, au sein de son silence et de sa féerie blafarde. J'ai dormi dans l'antichambre de mes cauchemars, réveillé en sursaut par une aube lumineuse et la promesse de jours meilleurs. J'ai dormi dans mon hamac, sous mon cerisier, mon chat sous le cou. J'ai dormi dans un refuge avec mon amoureux, bordé par les nuages. J'ai dormi imbriqué avec mes bébés dans leur petit lit. J'ai dormi dans une chambre glaciale dans Los Angeles fiévreuse. J'ai dormi cet été sous un ciel ancre, impérial, criblé d'étoiles. J'ai encore dormi dans ma forêt de pins, veillée par l'océan. J'ai dormi à Barcelone, dans cette petite chambre sans fenêtre qui sentait les chouchous. J'ai dormi dans une voiture folle qui remontait le sud. J'ai dormi dans un avion argenté, les yeux ouverts. J'ai dormi avec ma mémé, dans son grand lit, mon radeau pour la vie. Action. Je me souviens des balades en forêt. Je me souviens des fêtes de l'été. Je me souviens des sorties à vélo avec Tingy. Je me souviens des soirées avec les amis. Je me souviens de la pêche dans les rochers. Je me souviens des bougies d'anniversaire. Je me souviens de l'arbre magique. Je me souviens des cours de yoga de Maude. Je me souviens du vélo dans la campagne de Jolung. Je me souviens de la visite de la maison Picassiette. Je me souviens de l'épouvantail du jardin de Papy. Je me souviens du jardin de Madame Dubois. Je me souviens des câlins des petits. Je me souviens des sourires d'inconnus. Je me souviens des paysages de montagne. Je me souviendrai des apéros Skype avec les enfants éparpillés. Je me souviendrai des postes échangés. Je me souviendrai des recettes essayées, partagées. Et je me souviendrai des recettes partagées essayées. Je me souviendrai de m'être signé les autorisations de sortie. Je me souviendrai d'avoir couru autour de la table du jardin. Je me souviendrai des coupes de cheveux hasardeuses.
Je me souviendrai des nombreux appels téléphoniques. Je me souviendrai des séances vidéo avec Sabrina et Céline. Je me souviendrai des feuilles de figuier qui s'ouvrent si vite. Je me souviendrai de l'inquiétude pour ce qu'on aime. Je me souviendrai des films, des soirées. Je me souviendrai des jeux de société. Je me souviendrai du livre refermé. Je me souviendrai des placards, toujours pas rangés. Les jours heureux reviendront. Madame, mademoiselle, monsieur, nous voici à la fin de cette soirée. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous en avons eu à la préparer. Et nous espérons vous revoir très vite à la bibliothèque. Est-ce que ça va là? Tu veux qu'on t'amène Est-ce que ça va là? Oui. Tu veux qu'on t'amène un repose-pied? Mais c'est pour ça que j'ai un repose-pied, parce que moi je touche jamais les pieds par terre. Dans le bus, j'ai pas les pieds qui touchent par terre. Ah, ton masque. Ah oui. J'allais faire avec le masque. On le voit pas? Tant pis, ça filme là. Eh bah oui, mais on coupera, hein, tu sais. Je pense. Parce que moi je vais faire la speakerine, tu vois qu'il veut pas mettre ses lunettes. Ce qui est le cas. Sinon, Corentin peut revenir avec un plateau puis tes lunettes se foutent. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va, il va y avoir des reflets. Mais on Ouais, peut attends. On faut ranger maintenant. Qu'on soit prêt. Ah, c'était Voilà. trop cool. Voilà. Ah bah voilà, Ouais, ça voilà, va. on a fait quoi, voilà. Non, mais tu sais quoi Ouais. Oui, Attends, vas-y, ok, on va on prendre t'en la souvient. table. Ouais. Oh là là, mais on est lourde. Allez les filles, on y croit. Bon, et Attends, puis, Attends, fais gaffe. Vas-y, vas-y. Bon, les cadres. Allez, faire les cadres aussi. allez. Faites bien attention. Voilà, comme ça. Oh là là, Oh là là, oh mon Dieu. Tout va bien, tout va bien, t'inquiète pas. Allez, oh là. Bon, tu Allez, les cadres là. Tu Alors. tiens, ouais, Ouais, c'est bon. Ah ben voilà. Voilà. Bon, allez, le deuxième là. Allez, faut y aller là. Ça y est. Ok. Coupé. Ouais. Allez. Au suivant. Il en reste un. Il en... Il y en a encore un en B. Ah, coupez. Coupez.